nous sommes capables de changer qui sont les gens juste après avoir concentré leur attention sur une idée particulière. J'ai toujours pensé que c'était ridicule d'avoir un poster qui dit « accomplissement » ou « challenge » ou « conquérir » ou « rêver grand » et que ça ferait une différence. J'ai toujours trouvé cela ridicule, plus maintenant. Si elle ajoutait une phrase de plus, toutes les barrières à l'influence tombent. Nous faisons plus confiance à ces personnes, nous les croyons davantage. Nous voulons plus facilement coopérer avec eux et en fin de compte, nous leur disons oui, plus souvent. La phrase était « Ce que je vais vous dire, ça sonne un peu comme de la magie, mais ce n'est pas de la magie. C'est une science établie. Cela rend important pour nous de penser à l'éthique de ce processus. » Les gens qui n'auront pas la chance de regarder cette vidéo ne découvriront probablement jamais ces secrets sur la psychologie humaine. Dans cet épisode, vous allez découvrir 11 techniques d'influence, pour ne pas dire manipulation. Et avant la fin de cette vidéo, je vous donnerai accès à plus de 100 autres techniques d'influence prouvées scientifiquement. Robert Cialdini, reconnu comme l'expert mondial de la persuasion et de l'influence, avec plus de 5 millions de livres vendus à travers le monde, va partager avec vous plus de 50 ans de recherche. Je sais que la plupart des gens n'arrivent même plus à se concentrer plus de 5 minutes de suite. Si c'est votre cas, je suis désolé pour vous, parce que tout ce que vous voulez se trouve entre les mains des autres. Apprendre l'art de l'influence et de la persuasion, c'est donc vous donner les moyens d'obtenir tout ce que vous voulez. Alors asseyez-vous confortablement et prenez de quoi écrire, parce que vous allez assister à une réelle masterclass. Je vais vous parler du processus de persuasion qui ouvre la porte à la persuasion. Et ce type de processus nous permet de rendre un public favorable à notre message avant qu'il ne le rencontre. Maintenant, ça sonne un peu comme de la magie. Comment pourrions-nous amener quelqu'un à adhérer à un message alors qu'il ne sait pas ce qu'il contient? Mais ce n'est pas de la magie. C'est une science établie. Un communicateur peut nous rendre réceptifs à un message que nous n'avons pas encore entendu en se rendant au moment avant que ce message soit délivré et en nous mettant dans un état d'esprit aligné avec l'élément central de ce message. Maintenant, on va voir ça sous plusieurs angles. Je vais vous en parler aujourd'hui en commençant par vous convaincre du pouvoir de ce processus et ensuite en vous disant comment vous pouvez maîtriser ce pouvoir dans vos propres tentatives pour atteindre vos objectifs professionnels. Et donc, commençons par un exemple qui ne vient pas d'un cadre professionnel, mais d'un cadre plus personnel, car je veux montrer l'universalité de ce principe. Cela concerne une étude qui a été menée en France. Des chercheurs ont demandé à une jeune femme séduisante d'aborder des hommes d'âge moyen dans la rue pour leur demander leur chemin vers une rue spécifique. Environ 100 mètres plus loin, ils étaient abordés par une autre jeune femme attirante qui avait une demande bien plus conséquente. Elle disait « Vous voyez ces 4 gars là-bas ?» et elle pointait du doigt 4 hommes costauds. « Ils ont pris mon téléphone portable et ils ne veulent pas me le rendre. Pourriez-vous aller le récupérer pour moi ?» Eh bien, la majorité de ces hommes disaient « Vous êtes folle ? » Ils ne connaissaient pas cette demoiselle. Ils ne savaient pas si c'était vraiment son téléphone. Et en cas de confrontation, ils seraient en infériorité numérique, 4 contre 1. Et donc, la grande majorité d'entre eux, 80%, disaient « Non, désolé, je ne vais pas pouvoir aider ». Nous voyons donc que dans cette expérience, avec des hommes d'âge moyen marchant seuls, seulement 20% ont dit oui. 20% ça reste impressionnant, mais nous savons pourquoi. C'était une jeune femme très séduisante. L'attirance physique mène au oui quand un communicateur possède ce trait en particulier. Mais il y a eu une deuxième expérience. Avec des hommes qui étaient presque 2 fois plus susceptibles de voler au secours de la demoiselle en détresse. 37% d'entre eux se sont lancés dans cette confrontation. Quelle était la différence ?
Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à ces hommes 100 mètres plus tôt ? On leur avait demandé un chemin. Dans la première expérience, la femme a demandé le chemin pour la rue Martin. Dans la seconde, pour la rue Valentin. Pourquoi cela a-t-il fait une différence ? Parce que des recherches précédentes ont démontré qu'être interrogé sur le chemin vers la rue Valentin invoquait dans la tête des hommes une idée romantique, la Saint-Valentin. Et lorsqu'ils étaient dans un état d'esprit amoureux, la romance devenait plus importante pour eux que le danger. Laissez-moi vous poser cette question. Quel pourcentage de ces gars, ces 37% qui ont dit oui, combien pensez-vous ont reconnu qu'ils avaient été influencés par cette action persuasive qu'on leur demande le chemin pour la rue Valentin? Notez que la grande augmentation n'était pas due à l'attirance physique. Quelque chose d'autre était nécessaire à ce résultat. En d'autres termes, une étape persuasive. Ils devaient être interrogés sur quelque chose d'associé à la romance pour qu'ils priorisent la romance. Quel pourcentage s'est rendu compte de ça, vous pensez ? Combien de personnes diraient que tout le monde s'en est rendu compte ? Combien de personnes diraient « oh, peut-être la moitié » ? Et combien diraient un quart d'entre eux ? Et disons 10%. Le résultat est 0. Personne. Aucun. C'est la preuve que ce processus est inconscient. Nous ne reconnaissons pas son influence sur nous parce qu'il vient avant la demande. Nous ne sommes pas concentrés sur le moment d'avant. Nous sommes concentrés ici sur la demande. Et donc cela passe sous le radar. Cela rend important pour nous de penser à l'éthique de ce processus. Mais revenons à cette situation que je décrivais dans un centre commercial en France. Cette fois, les chercheurs, c'étaient les mêmes chercheurs, ils avaient, au lieu d'une jeune femme attirante, un jeune homme très séduisant qui s'approchait de femmes qui passaient devant divers magasins dans le centre commercial et les abordait, leur faisait un compliment et demandait leur numéro de téléphone pour pouvoir les appeler et organiser un rendez-vous plus tard. Une autre demande risquée. Donner son numéro de téléphone à un parfait inconnu qui les aborde simplement dans un centre commercial, risqué. Et dans ces circonstances, en fonction du magasin devant lequel elles se trouvaient, car ces femmes passaient devant divers magasins, un magasin de chaussures, une boutique de vêtements, une pâtisserie, le jeune homme avait très peu de succès. Seulement environ 13,5% du temps, il obtenait un numéro de téléphone. Mais lorsque les jeunes femmes passaient devant un autre type de magasin, son succès doublait presque. Une idée de quel magasin il s'agissait ? Chocolaterie ? Non, pas tout à fait. Bijouterie ? Magasin pour bébé ? Non, toujours pas. Devant chez le fleuriste. Pourquoi ? Parce que les fleurs sont associées à la romance. Et lorsque ces femmes étaient mises dans un état d'esprit romantique, la romance devenait plus importante que le risque. Réfléchissez à ça. Nous sommes capables de changer qui sont les gens juste après avoir concentré leur attention sur une idée particulière. Vous pouvez me rendre romantique en présentant des informations attirant mon attention sur des informations liées à la romance. Dans ce moment, vous aurez changé qui je suis. Je suis maintenant un romantique, d'une manière que je n'étais pas avant. Maintenant, une autre chose que j'adore à propos de cette étude, c'est que, après coup, on a demandé aux jeunes femmes, parmi tous les magasins devant lesquels vous êtes passés, quels étaient les produits disponibles à l'intérieur que vous aimez le plus ? Et leur réponse était les pâtisseries.
Mais les pâtisseries n'ont pas aidé à l'obtention de numéros de téléphone. Mais les fleurs, ça a fonctionné. Pourquoi ? Parce que les fleurs sont associées à la romance, pas les beignets glacés. Vous voyez comment l'alignement de ce qui est rendu conscient, ce qui est à la surface de l'esprit dans le moment avant la demande, est crucial pour le succès de cette demande. L'alignement doit être correct. On pense souvent que nos décisions sont rationnelles et que nos envies nous appartiennent. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et c'est ce qui nous rend dangereusement influençables. Par exemple, qui a commencé à fumer en se disant « J'aimerais beaucoup augmenter le risque d'avoir un cancer mortel de 70%, sans compter cette onctueuse et douce odeur de vieux tabac et de pétrole brûlé. » Personne ne commence à fumer de cette façon. Mais alors, qu'est-ce qui pousse des adultes, soi-disant intelligents, à prendre une décision si coûteuse autant pour leur santé que pour leur portefeuille ? Dans les années 1950, Marlboro a commencé à payer des stars de cinéma, des femmes sophistiquées et glamour, pour mettre en avant leurs cigarettes. Mais surtout, pour créer une association entre ce qui est cool et ce qui ne l'est pas. Reward yourself with this quality high, the finest quality money can buy. Mais ce qui ne l'était pas l'est devenu grâce au biais de l'association. Pour être plus précis, après le lancement de la campagne Marlboro Man en 1955, les ventes de Marlboro ont augmenté de plus de 3000%, et ça seulement sur une période d'une année. Ah, et pour les sceptiques qui se demandaient « Mais c'est pas quand même dangereux de fumer ce truc-là ?» Si vous faites face à des sceptiques, n'argumentez pas. Vous allez simplement utiliser la même stratégie avec une autre association. En gros, vous faites fumer un médecin dans votre nouveau spot publicitaire et pour bien enfoncer le clou, vous ajoutez un slogan comme « Plus de médecins fument des camels ». More doctors smoke Camels than any other cigarette. C'est très simple, mais ça fonctionne maléfiquement bien. Par contre, l'effet de conditionnement et le biais de l'association peuvent aussi être utilisés positivement. Maintenant, parlons de comment cela s'appliquerait, comment un communicateur appliquerait cela dans d'autres contextes, peut-être professionnels, parce que, mesdames, je suis assez sûr que les actions persuasives les plus importantes que vous faites dans votre vie professionnelle n'impliquent pas de récupérer votre téléphone portable dans les rues de Marseille. Et messieurs, je vais supposer que les actions persuasives les plus importantes pour vous n'impliquent pas d'obtenir des numéros de téléphone de potentielles relations romantiques dans un centre commercial, n'est-ce pas ? Pas vrai ? Alors, que pouvons-nous faire en tant que communicateurs ? Voici ce qu'un communicateur fait pour engager le processus de persuasion de la manière la plus efficace. Cela se produit en 2 étapes. La première étape est d'identifier l'objectif précis de la communication. Quel est l'objectif de cette communication ? Qu'est-ce que cette communication vise à accomplir ? Et ensuite, créer un état d'esprit chez le destinataire du message qui n'a pas encore été présenté. Le message n'a pas été transmis pour l'instant. Cela doit être cohérent avec l'objectif. À travers les mots, les situations ou les images présentées à ce moment antérieur. Nous avons déjà parlé de 2 de ces éléments avec le mot Valentin, ainsi que d'une situation, le magasin de fleurs. Considérons un autre objectif, plus professionnel. L'objectif de créer une performance optimale chez les autres et chez nous-mêmes, et voyons comment les images peuvent créer cet effet. L'objectif de générer une performance optimale, c'est quelque chose que nous voulons pour nous-mêmes, nous le voulons pour nos équipes, et dans de nombreux cadres professionnels que j'ai visités, il y a souvent des posters sur les murs qui évoquent l'idée de performance. Les centres d'appel ont tendance à en être un exemple. Vous voyez ce genre de posters. Combien d'entre vous ont déjà vu des posters comme ça dans le cadre de leur travail ? Beaucoup de gens pensent que c'est ridicule de faire ça. Et je faisais partie de ces gens. J'ai toujours pensé que c'était ridicule d'avoir un poster qui dit « accomplissement » ou « challenge » ou « conquérir » ou « rêver grand » et que ça ferait une différence. Il y a d'autres types de posters. Parfois, vous voyez juste le mot « conquérir », « surmonter »,« réussir ». Parfois, vous voyez juste une photographie, juste l'image, comme celle-ci, un coureur qui gagne une course. J'ai toujours trouvé cela ridicule, plus maintenant. Car j'ai vu une étude réalisée par des chercheurs canadiens. Ils sont allés dans un centre d'appel, là où souvent vous voyez ce genre de poster. Et ils ont
fait une expérience avec les personnes qui appellent pour obtenir des contributions financières. Ce jour particulier, ils appelaient pour obtenir des contributions pour une université locale, de la part d'anciens élèves, et ils ont donné aux appelants une feuille avec des sujets à couvrir dans leur présentation une fois qu'ils avaient l'un de ces donateurs potentiels au téléphone. Et donc la moitié d'entre eux ont reçu cette fiche pour appeler. Elle était sur un papier ordinaire. Et ils ont récolté environ $217 en 3 heures de travail. Un autre groupe a reçu une fiche avec le même contenu, mais à l'arrière était imprimé « Ce coureur qui gagne une course ». 3 heures plus tard, ils avaient en moyenne réalisé une performance environ 60% meilleure. Car le concept de succès, d'accomplissement, avait été rendu proéminent dans leur conscience avant qu'ils ne commencent la tâche. Maintenant, cela est un peu perturbant, mais c'est remarquable à mes yeux. Et je me suis posé la question, combien de temps cela pourrait-il durer? Combien de temps pourrait-on voir cette image et cela continuerait de nous influencer? Eh bien, ces chercheurs ont ensuite réalisé une autre étude qui a répondu à ma question. Ils ont fait la même chose pendant 4 jours. Et ils ont obtenu la même augmentation le 4e jour que le 1er jour. Donc, tant que nous sommes exposés à un concept, ou à une idée en particulier, cela va focaliser notre attention d'une manière qui rend l'activité qui suit, ou l'action qui suit, cohérente avec cette idée. Maintenant, cela concerne un type particulier de performance, mais il existe d'autres types de performance qui ne nécessitent pas une sorte de dynamisme ou de mouvement énergique, une motivation persistante envers un objectif, mais nécessitent un autre type de performance. La délibération, l'analyse, une préoccupation pour des détails ou la complexité d'un problème, où vous ne voulez pas simplement vous précipiter. Vous voulez prendre du recul et considérer un point donné dans toute sa complexité. Alors, ces chercheurs canadiens ont réalisé une 2e étude pour voir s'ils pouvaient dynamiser la performance pour ce type de tâche. Ce qu'ils ont fait, c'est donner à des étudiants en commerce un ensemble de problèmes difficiles à résoudre, leur demandant de résoudre différents problèmes de ce type dans un certain laps de temps. Pour certains, un paysage naturel était affiché comme fond d'écran de leur ordinateur pendant qu'ils effectuaient cette tâche. C'est le genre de choses que nous mettons habituellement sur les écrans de nos ordinateurs. Un autre groupe a reçu cette image représentant une forme de succès. Mais souvenez-vous, il voulait susciter de la réflexion. Il voulait voir une forme d'analyse concentrée ici. Avez-vous une idée de quel type d'image pourrait être associée à cela, qu'il pourrait utiliser? Voici celle que les chercheurs canadiens ont choisie. Le penseur de Rodin. Chacun a eu l'opportunité de résoudre ses problèmes. Et regardons le nombre sur 10 qu'ils ont correctement résolu. Avec l'image de la nature, environ 6,6. Avec le coureur remportant la course, celui qui a été si bénéfique auparavant, rien de significatif. Mais le penseur de Rodin, eh bien, 9,3. C'est une amélioration de 48%. Donc, une fois de plus, nous voyons la précision qui doit être impliquée ici. L'alignement doit être juste entre ce que vous mettez dans le moment précédent et ce qui vient ensuite. Toutes les personnes qui ont suivi la formation Esprit Subconscient sont déjà au courant de l'importance qu'il y a à contrôler son environnement. Rien de ce qui passe par l'un de vos 5 sens n'est anodin. Vous êtes constamment conditionné par votre environnement. Comme l'a dit Gregory Bateson, nous vivons dans un monde que nous façonnons et qui nous façonne en retour. Une personne positive dans un environnement négatif finira toujours par devenir négative. A l'inverse, une personne négative dans un environnement positif finira toujours par devenir positive. Si vous voulez que votre vie change, vous devez changer. Et si vous voulez changer, vous devez changer votre environnement, votre entourage, le contenu en ligne que vous consommez, la musique que vous écoutez, jusqu'à la nourriture que vous mangez. Si une simple image motivante sous les yeux d'un vendeur a augmenté son rendement de 60%, imaginez ce que modifier votre environnement de façon plus générale pourrait apporter. Dans un monde aussi compétitif que le nôtre,
Ce genre d'optimisation peut clairement faire la différence entre l'échec et la réussite. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Redécorez votre logement avec des posters et des tableaux inspirants. Écoutez des audios motivants comme ceux-ci qu'on a fait sur la chaîne et que vous retrouvez sur Spotify. Remplacez les séries violentes par des documentaires et des podcasts enrichissants. Je pense que c'est le point qui va être le plus dur pour moi parce que j'adore trop les films d'action. Mais comme vous le savez, si vous ne changez rien, rien ne changera. Si vous ne faites pas de sacrifice pour ce que vous voulez vraiment, alors ce que vous voulez vraiment finira par devenir le sacrifice. Prenons un exemple. Supposons que vous voulez vendre quelque chose de nouveau à quelqu'un ou que vous voulez attirer l'attention et vous savez que les gens hésitent lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose de nouveau, qu'ils n'ont pas encore essayé, ils ne sont pas familiers avec et ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Mais vous avez cette chose et elle est vraiment géniale. Voici une étude. Des chercheurs sont allés voir des gens dans la rue disant « Nous avons un nouveau soda ». Il n'a jamais été testé, personne ne l'a encore goûté. Seriez-vous prêt à nous donner votre adresse email maintenant et nous vous enverrons les informations qui vous permettront d'obtenir ce nouveau produit. C'est risqué d'accepter ça. Quelqu'un vient vers vous sans y être invité, de manière non sollicitée, un inconnu qui vous demande votre adresse email. Ce n'est pas rassurant. Seulement 30% des personnes acceptaient dans ces circonstances, même si ce pourcentage me semble beaucoup, mais il y a des preneurs de risques parmi nous. Avec d'autres personnes, le chercheur s'est approché et a dit « Vous considérez-vous comme une personne aventureuse ?» Les gens réfléchissaient un instant et ils repensaient à des souvenirs durant lesquels ils avaient été aventureux, car l'aventure était maintenant la thématique à laquelle ils pensaient. Et nous avons tous déjà été aventureux. Presque tout le monde a dit oui. 98% des personnes ont dit oui. Et maintenant, au lieu de 30% donnant leur adresse email précédemment, quand ils ont été informés plus tard de ce nouveau produit, 75,6% ont pris le risque, sans s'en rendre compte, de donner leur email. Vous l'avez compris, lorsque vous voulez convaincre quelqu'un à faire quelque chose, la meilleure chose à faire n'est pas seulement d'utiliser la persuasion, mais également la persuasion. N'oubliez pas que les gens qui vous entourent, vous-même et moi y compris, sommes beaucoup moins rationnels que ce qu'on aime se faire croire. La grande majorité de nos décisions ne sont pas prises par notre raison, mais par nos émotions. Et nos émotions sont aussi volatiles et changeantes que la météo dans un pays tropical. D'ailleurs, Ludo et moi avons passé plusieurs mois à travailler sur le guide ultime de l'influence. Convaincre n'importe qui, sans technique d'influence prouvée scientifiquement. Ce guide est extrêmement complet. Chaque technique contient un bref résumé, une étude de cas, 2 exemples pour s'assurer que plus rien ni personne ne vous résiste. Bon, ça fait peut-être un peu trop publicitaire comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez par exemple découvrir une technique tous les soirs avant d'aller vous coucher pendant les 100 prochains jours. Une nouvelle habitude qui vous prendra moins de 5 minutes par soir, mais qui vous offrira des avantages démesurés pour convaincre n'importe qui à faire n'importe quoi. Oh merde, ça me reprend. Le lien du guide Convaincre n'importe qui se trouve dans la description et il doit absolument être utilisé avec éthique et bienveillance. Dépêchez-vous pour profiter de cette offre limitée. Maintenant, j'ai compté des centaines de tactiques, mais je pensais que la grande majorité d'entre elles pourraient être catégorisées en termes de juste 7 principes universels d'influence que tout le monde utilisait pour amener les gens à aller dans leur sens et en gagner financièrement. Commençons par la réciprocité, car elle survient très tôt dans nos interactions avec les gens. Même les enfants comprennent que vous êtes obligés de rendre aux autres ce qu'ils vous ont d'abord donné. Nous les formons dès l'enfance à cette règle, de sorte que les personnes qui reçoivent sont beaucoup plus susceptibles de dire oui à vous après que vous leur ayez donné quelque chose. Voici donc une suggestion que je fais aux gens qui veulent être influents. Si vous entrez dans une pièce où il y a plusieurs personnes et que vous voulez être influent là-bas, et que vous voulez recevoir de l'assistance ou recevoir un service d'une de ces personnes, vous ne devriez pas vous demander « Qui peut m'aider ici ?» La première chose que vous devriez demander, c'est « Qui puis-je aider ici ?» À qui puis-je apporter mon aide pour améliorer ses résultats? Les circonstances de qui puis-je rendre meilleures? Elles seront prêtes à faire de même pour vous. Voici un exemple. Une étude réalisée dans le sud de la Californie dans un magasin de bonbons. Les chercheurs ont mené une petite expérience dans laquelle ils ont demandé aux gérants, pendant une semaine, d'accueillir chaleureusement les gens qui entraient dans le magasin
et de les accompagner au comptoir de bonbons où ils pouvaient faire leur choix. Mais pour la moitié d'entre eux, les chercheurs ont également demandé aux gérants de leur donner un petit morceau de chocolat avant même qu'ils n'atteignent le comptoir de bonbons. Ces personnes étaient 42% plus susceptibles d'acheter des bonbons. On leur avait donné quelque chose. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien peut-être qu'ils aimaient juste le chocolat. Il s'avère que si vous regardez les données, la plupart d'entre eux n'ont pas acheté de chocolat. Ils ont acheté d'autres bonbons. Donc ce n'était pas parce qu'ils aimaient le chocolat. Ça ne venait pas de ce qu'ils avaient reçu. C'était le fait qu'ils avaient reçu quelque chose. Alors, la leçon pour nous, donnons toujours en premier. C'est une façon de faire en sorte que les gens veuillent nous donner en retour. Plus une personne est dans le besoin, plus elle va avoir l'impression de ne rien avoir à donner. Mais il y a une chose précieuse que vous pouvez donner à n'importe qui sans rien perdre en la donnant. Quelle est cette chose ? Un compliment sincère et désintéressé. Ça peut littéralement changer la journée d'une personne. Ça peut même lui sauver la vie. Et si vous faites ça régulièrement, le jour où vous aurez besoin d'un service, la plupart de ces personnes seront heureuses de pouvoir vous aider. Le deuxième principe est le principe de l'affinité, nous en avons déjà parlé. Et une manière claire de faire en sorte d'établir un lien avec les gens est simplement de souligner les véritables similitudes qui existent entre vous. Une étude a été menée sur des professionnels qui marchandaient par email. Ils ne savaient rien l'un de l'autre. Et dans ces circonstances, ils étaient susceptibles de se retrouver dans des négociations sans issue, où personne ne gagnait. Ils finissaient chacun simplement par partir les mains vides 30% du temps. Si, avant de commencer la négociation, ils échangeaient des informations l'un avec l'autre, sur leurs hobbies, leurs intérêts, où ils avaient grandi, où ils étaient allés à l'école et ce genre de choses, les négociations infructueuses passaient de 30% à 6%. Pourquoi ? Parce que parmi toutes les informations partagées, les gens se rendaient compte de points communs. « Oh, vraiment, tu es coureur ? Moi aussi. Tu es enfant unique ? Moi aussi. » Ce sont ces choses qui ont encouragé la volonté de faire preuve de bienveillance envers l'autre personne. Donc, l'une des choses que nous pouvons faire avant même d'essayer d'influencer quelqu'un, c'est d'identifier les points communs, les ressemblances, les similitudes, et mettez-les en évidence. La façon la plus simple de mettre en place le principe d'infinité, c'est d'utiliser l'effet miroir. Avec l'effet miroir, pas besoin d'être un mentaliste ou un espion qui a étudié sa cible. Tout ce que vous avez à faire, c'est imiter subtilement les comportements, les gestes, le langage corporel et même les expressions verbales de la personne avec laquelle vous interagissez. En reflétant subtilement les actions d'une personne, on envoie un signal inconscient de similitude et d'empathie, ce qui va rendre la personne plus réceptive à nos idées et à nos suggestions. Le principe suivant est le principe de la preuve sociale. L'idée que lorsque les gens sont incertains, ils ne cherchent pas les réponses en eux-mêmes. Ils regardent à l'extérieur, et un endroit où ils regardent est vers leurs semblables, vers les personnes comme elles. Ainsi, une étude réalisée à Pékin, en Chine, montre la portée interculturelle de l'idée de ce que font les autres personnes comme vous dans une certaine situation. Les gérants de restaurants à Pékin ont mis un petit astérisque à côté de certains articles de leur menu. Maintenant, que signifiait l'astérisque ? Il n'indiquait pas ce que vous voyez normalement. Ceci est une spécialité de la maison, ou ce plat est la sélection de notre chef pour ce soir. Cela ne disait ni l'un ni l'autre. Ça disait c'est l'un de nos articles les plus populaires. Et chacun de ces plats est passé de 13 à 20% plus populaire grâce à sa popularité. Donc l'implication pour nous, c'est que nous avons tous des produits plus populaires que d'autres, ou des caractéristiques, ou des plans de paiement, ou des idées, etc. Nous devons juste faire savoir cela aux gens, et ça les aide à agir. Cela réduit leur incertitude, et ils font ce que vous désirez. Comme vous le savez, la popularité attire plus de popularité. Mais comment faire lorsqu'on part de zéro ? C'est simple. Donnez le sentiment de popularité. C'est un peu du fake it until you make it sans pour autant encourager la mythomanie. La clé, c'est d'utiliser des stratégies indirectes. Vous voulez plus de clients, mais vous venez de vous lancer, cassez vos prix pour commencer et augmentez-les au fur et à mesure que votre clientèle s'agrandit. Si par exemple, vous voulez séduire quelqu'un, donnez l'impression à cette personne que vous avez le choix, en démontrant votre détachement. Par contre, comprenez les nuances. Détachement ne veut pas dire désintérêt. Et bien sûr, ne tombez pas dans le mensonge ou la vantardise, parce que tôt ou tard, ça finira toujours par se retourner contre vous. Le principe suivant est similaire dans ce sens. C'est le principe de l'autorité. Une autre chose que nous faisons, l'autre endroit où nous regardons quand nous sommes incertains, est l'opinion d'experts communément reconnus dans un domaine particulier. Donc,
Lorsque des experts ont des opinions qui correspondent à ce que nous offrons ou à ce que nous proposons, nous devons trouver ces voix et les inclure en tant que témoignage dans tout message que nous utilisons. Et la clé, c'est, je vais même vous en donner deux. La première, c'est comment pouvez-vous augmenter l'impact de la vie d'un expert ? Multipliez-le. Trouvez 2 experts qui disent que ce que vous avez ou que votre idée est une bonne chose et l'impact sera multiplié en conséquence. La deuxième chose à propos de cela est que dans votre présentation, surtout si c'est une présentation en ligne, mettez ces témoignages en premier. Ne les mettez pas au milieu de votre message ou plus bas vers la fin, au début, pour que l'autorité qu'a cet expert soit présente dès le début, afin que les gens croient tout ce que vous dites dès le départ, avec la présence de l'autorité de votre côté. Une méthode simple pour utiliser le principe de l'autorité dans la vie de tous les jours, c'est d'apprendre quelques citations de vos philosophes et grands penseurs préférés, mais attention, ces citations doivent aller dans le sens de vos idées. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est conclure votre idée en disant quelque chose comme « comme l'a dit ». Là, vous ajoutez le nom de l'auteur et ensuite, vous donnez la citation de l'auteur. Par exemple, imaginez-vous défendant l'idée que nous devons tous lutter et si nécessaire manifester pour que le gouvernement prenne des mesures concrètes et drastiques contre le réchauffement climatique. Vous pourrez finir votre discours par « Comme l'a dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Franchement, qui va oser contredire Albert Einstein ? Le principe suivant est le principe de rareté. Les gens ont un plus grand désir d'avoir des choses qui sont limitées. Ainsi, les gens sont très disposés à aller dans notre sens, dans la mesure où ce que nous avons mis à leur disposition est limité, rare, ou dont la disponibilité diminue. Il y a eu une étude réalisée sur 6700 sites commerciaux en ligne, des sites internet, et en termes de A/B testing qui ont été effectués sur ces sites, quelles caractéristiques étaient les plus susceptibles de transformer un prospect en acheteur, d'obtenir une conversion et donc d'en faire un client. La rareté est l'élément principal. Si vous avez un nombre limité d'articles à un prix particulier, ou un temps limité pour agir et obtenir cet article, c'est ce qui produit le plus de oui de la part des gens. Encore une fois, vous les faites sortir de la ligne de touche et entrer dans le jeu en leur donnant une raison de se bouger. Et si vous ne faites pas ça, vous pourriez perdre une opportunité précieuse. C'est donc important. La rareté a vraiment des avantages importants. D'ailleurs, ils ont trouvé qu'il y a 2 types de rareté. Avoir un nombre limité ou avoir un temps limité pour obtenir une certaine offre. Mais avoir un nombre limité d'articles, à un prix particulier par exemple, surpassait le temps limité. Pourquoi ? Parce que s'il y a un nombre limité, la compétition entre alors dans l'environnement psychologique. Vous voulez dire que si je n'agis pas, ces autres personnes pourraient l'avoir et pas moi. Avec un temps limité, non, vous pouvez agir quand vous voulez dans ce délai. Or, je n'ai pas à le faire tout de suite. Et en conséquence, beaucoup de gens oublient de le faire ou ne le font jamais dans cette période. Ils n'achètent jamais ce que vous avez à offrir. Mais avec un nombre limité et d'autres personnes dans votre schéma, on atteint le meilleur résultat parmi tous les tests faits. Pour ceux qui n'ont pas leur propre entreprise ou qui ne travaillent pas dans le marketing, comment utiliser l'effet de rareté dans votre vie privée ? C'est très simple. Soyez toujours occupé, ou du moins, ayez l'air occupé. Les gens doivent ressentir que votre temps est précieux, car il l'est. Ne laissez pas des rendez-vous s'éterniser et ne donnez jamais l'impression que votre temps n'a pas de valeur. Si vous arrivez à convier l'idée que votre temps a énormément de valeur, alors les gens vous remercieront de leur accorder 5 minutes. Mais si vous ne le faites pas, les gens vous boufferont et ils ne vous diront même pas merci. Et puis le 6e principe est l'engagement et la cohérence. L'idée que les gens veulent être cohérents avec ce qu'ils ont déjà dit ou fait en votre présence. Donc si vous pouvez amener les gens à faire un petit pas dans votre direction, maintenant ils voudront être cohérents avec cela à l'avenir. Oh, il y a une super histoire d'une connaissance à moi, sur comment il a été le meilleur candidat 3 fois de suite lors d'entretiens d'embauche. Donc, dans un entretien, vous entrez dans une pièce, il y a des évaluateurs, parfois une équipe d'évaluateurs, et ce que vous êtes censé dire, c'est « Je suis très heureux d'être ici, que vous m'ayez invité aujourd'hui, et je vais répondre à toutes vos questions. » Ok ? Il
ajoute quelque chose de plus. Il dit « Mais avant de commencer, je suis curieux. Pourquoi m'avez-vous invité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui, dans mon parcours ou mon CV, vous a fait penser que je serais un bon candidat ?» Et maintenant, il dit, il entend les gens dire toutes sortes de choses positives à son sujet avant que l'entretien ne commence. Et il apprend ce qu'il juge être le plus important pour eux. Ainsi, il peut s'appuyer sur ça quand ce sera à lui de parler. Mais maintenant, les évaluateurs veulent être cohérents avec ce qu'ils ont déjà dit. Et ça a marché à 3 entretiens d'embauche de suite. Et il a dit, dans certains cas, vous amenez réellement les gens à se disputer entre eux pour savoir quelle est votre caractéristique la meilleure, que ce soit votre parcours, ou votre formation, ou vos résultats à certains tests, ou votre adéquation avec le système de valeurs de l'organisation, peu importe ce que c'est, ils se disputent entre eux pour savoir quel est votre meilleur point fort. Alors, la façon la plus redoutable d'utiliser le principe de cohérence, c'est de tout miser lors des premières secondes lorsque vous rencontrez quelqu'un. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit « vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression ». Imaginons qu'on se rencontre pour la première fois. Je ne suis pas de très bonne humeur, j'ai passé une nuit difficile, etc. Et du coup, je suis pas très sympa. Vous vous dites, comme première impression, mais quel connard celui-là. Les jours qui suivent, on est amené à se revoir à nouveau. Maintenant, par contre, j'ai bien dormi, je me sens vraiment bien et je suis super sympa. Mais, vous vous dites, ah non, mais méfie-toi de ce gars, hein. Il a l'air sympa là, mais c'est un vrai connard. Quoi que je fasse de bien ou de positif, vous allez moduler cette information pour qu'elle matche avec l'opinion que vous vous êtes faite de moi, donc que je suis un connard. Mais à l'inverse, si je fais une bonne première impression et que vous me trouvez adorable au premier rendez-vous, imaginons que par la suite je me comporte comme un vrai connard. Vous allez justifier mon comportement en disant « Non mais en vrai c'est vraiment quelqu'un de bien, je pense qu'il traverse une période difficile ». Conclusion, vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et enfin, il y a le 7e principe d'influence que j'ai ajouté lorsque j'ai reconnu la puissance de ce que nous appelons l'unité. L'unité est l'idée que nous partageons avec d'autres personnes une identité, une sorte d'identité sociale. À tel point que si nous communiquons cette identité partagée, ils nous considèrent comme l'un des leurs. Pas comme eux, mais l'un des leurs. Et donc, une étude a été réalisée sur un campus universitaire. Les chercheurs ont pris une jeune femme d'âge universitaire qu'ils ont placée à une intersection très fréquentée de chemins sur le campus. Beaucoup d'étudiants passaient par là. Et lorsqu'un étudiant passait, elle lui demandait s'il voulait contribuer à son organisation. Et elle a obtenu des donations. Mais si elle ajoutait une phrase de plus, elle augmentait les dons de 250%. La phrase était « Je suis aussi étudiante ici ». Maintenant, ils étaient sollicités par l'un des leurs. Et à l'intérieur des limites de ces groupes, ceux que j'appelle les groupes d'appartenance, toutes les barrières à l'influence tombent. Nous faisons plus confiance à ces personnes, nous les croyons davantage. Nous voulons plus facilement coopérer avec eux. Et en fin de compte, nous leur disons oui, plus souvent. Et ce fut le cas dans cette expérience. Comme vous, je suis aussi constamment en train d'essayer d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Et je suis intimement persuadé que vous aussi allez adorer découvrir les 100 techniques d'influence prouvées scientifiquement dans le guide « Convaincre n'importe qui ». Vous pouvez télécharger ce guide en cliquant dans le premier lien qui se trouve dans la description. Très honnêtement, ce guide est une vraie mine d'or et j'aurais dû faire les recherches pour l'écrire bien plus tôt. Ça m'aurait vraiment facilité la vie dans toutes mes relations sociales. Allez, petite parenthèse, si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle-ci. Au prochain épisode.